Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Fabrice Peuzin, qui est le président d'Alpetis. Bonjour Fabrice. Bonjour Alain. Alors, vous êtes diplômé de Polytechnique, doublé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Votre meilleur, votre pire souvenir des 13 ans passés à Bercy, là, vous avez connu du monde, de TSK, Christine Lagarde. Ah oui, j'en ai connu plein de ministres. Et puis, mon meilleur, mon pire souvenir, c'est quand même la gestion de la crise financière de 2008. Ouais, ça c'était chaud. C'était très chaud, on a joué les pompiers, on n'a pas dormi, on dormait très peu. Mais à la fois, c'était passionnant parce que finalement, on a imaginé plein de mécanismes avec des garanties publiques pour essayer de sauver le système et de stabiliser au mieux les banques, les assureurs. Et voilà, donc c'est des super souvenirs, c'est hyper formateur. 2 ans également passé au ministère fédéral des Finances à Berlin, où là vous êtes devenu un spécialiste du foot allemand. Oui, notamment, parce que finalement c'est une bonne façon d'entrer dans une culture. Et le foot allemand, parce que les Allemands sont des passionnés et ils sont très bons. Et puis évidemment, c'était aussi pour connaître la culture allemande, la culture administrative allemande, la façon dont fonctionne la société allemande. Ouais. Alors après, donc, médiateur national du crédit aux entreprises, CAFPI également, puis SPV, donc basé à Au Havre, la société d'assurance, quoi. Tout à fait. Donc après, ça a une première partie donc de carrière dans la fonction publique, finalement la bascule dans le secteur privé et dans le courtage. Parce que finalement... Pourquoi changer? C'était quoi? Il n'y a pas qu'une motivation financière, c'était également voir autre chose dans... Non, voir autre chose. Moi, j'ai la haute fonction publique m'a offert des postes à responsabilité très jeune. Je ne renie rien du tout. J'ai adoré cette période. Mais c'est vrai que l'État n'est pas le meilleur employeur. Donc à partir d'un certain âge, on ne sait plus trop quoi faire de vous. Et puis moi j'ai envie de faire autre chose, justement, d'entreprendre justement dans le secteur privé, retrouver une certaine liberté. Et j'ai basculé dans le courtage. Dans le courtage, bien sûr. Alpetis, c'est depuis 2023. Alors, un mot sur cette belle entité, on va dire, qui est une ETI, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait, 750 collaborateurs, avec en effet c'est un peu particulier, Alpetis, parce que... le statut, c'est quoi le statut? Oui, on est une société commerciale, mais en fait, on a un actionnaire un peu spécifique, un peu particulier, qui sont un groupement d'associations à but non lucratif. D'accord. Donc en fait, on a un ADN très associatif. Pour autant, évidemment, on est une entreprise, on est une société commerciale, on investit. Alors, on ne reverse pas de dividendes à notre association qui est à but non lucratif, mais on réinvestit vraiment uniquement pour les adhérents, pour les clients, avec une approche de long terme, avec une approche aussi très humaine. L'intérêt aussi de cet actionnaire, c'est vraiment cette vision à moyen long terme. On peut faire des paris de moyen long terme, on a un horizon très long, donc on tente des choses. Et sans avoir une pression à court terme. C'est un luxe fantastique. Et l'entreprise donc, est partie de Lyon, maintenant elle a une résonance nationale. Tout à fait, parce que Alpetis, c'est Association lyonnaise de prévoyance des... d'accord. Donc en fait, on a été créé par des indépendants lyonnais qui ne trouvaient pas, à l'époque, on a 76 ans, on a 50 ans, de garantie santé et prévoyance adaptés à leur statut d'indépendant, ce qui est déjà et il faut se remettre en 76, et hop, ils se réunissent sous la forme d'une petite association, et c'était des Lyonnais. Au début, c'est autour de Lyon, quoi. Et puis finalement, en fait, les produits ont eu un tel succès qu'ils sont évidemment aujourd'hui distribués sur la France entière. Charles, vous êtes arrivé à un confrère, on va dire. Ah oui, absolument, avec grand plaisir. Donc, Alain, vous savez bien que quand un courtier conçoit des offres que distribuent d'autres courtiers, on appelle ça un grossiste. C'est un monde maintenant qui a été énormément finalement investi par les fonds de private equity et puis des investisseurs particuliers. Donc j'imagine en effet que cette vision long terme vous permet de ne pas devoir répondre au court-termisme de ces opérateurs. Tout à fait. D'ailleurs, alors c'est important parce qu'en effet, on a un courtier grossiste, donc finalement, nos premiers clients, c'est en effet tous nos courtiers. On a plus de 8000 courtiers qui sont partenaires. On a aussi plus de 1250 conseillers en gestion de patrimoine aussi partenaires. Mais c'est vrai que le fait, alors nous, d'avoir une association à but non lucratif, on est très sensible à notre indépendance. Et même si on est le deuxième courtier grossiste en France, d'ailleurs nos confrères d'April, autres lyonnais, on se dit souvent aussi le premier courtier grossiste indépendant. On l'assume complètement, et en effet cette indépendance
finalement à toute partie. C'est quelque chose aussi qui est un plus qui peut être apprécié parce que nos courtiers partenaires, eux aussi, sont des vrais indépendants. Ils sont mandatés par leurs clients pour trouver les meilleures solutions. Et donc, c'est quelque chose qui résonne bien. Oui, c'est vertueux. Ouais, entre indépendants, on se comprend bien. Charles. Alors, il y a un autre point important, c'est que Fabrice, vous avez été à la CPR, donc dans l'autorité de contrôle de ce monde de la banque et de l'assurance. Est-ce que ça apporte quelque chose de particulier aujourd'hui dans vos fonctions de dirigeant d'Altis ? Tout à fait, parce que en fait, l'assurance et le courtage notamment, en fait, c'est vraiment une profession très réglementée en termes d'obligation d'information, de devoir de conseil, d'accompagnement du client. On a énormément une réglementation très très contraignante. Moi, évidemment, je l'ai vécu à la fois quand j'étais à Bercy, parce que j'ai écrit de la réglementation. Après, je l'ai fait appliquer à la CPR. Et maintenant, entre guillemets, je la subis. Alors c'est vrai que je suis passé de l'autre côté. Là, pour le coup, en effet, parfois on la subit. C'est bien. Ouais, et c'est vrai que je suis passé de l'autre côté. Et c'est vrai que ce sujet, quand même, de la complexité de la législation, de la réglementation, et surtout que ça bouge tout le temps. Et ça bouge trop, soyons honnêtes. Et le temps aujourd'hui que ça me prend en tant que dirigeant, justement d'essayer, parce que je suis un bon élève, d'essayer de faire appliquer, en plus, faire appliquer cette réglementation. En fait, c'est là où on se rend compte qu'on a atteint quand même un niveau de complexité législative et réglementaire. Et moi-même, ça me lasse. Ça veut dire qu'en fait, je passe beaucoup trop de temps en tant que dirigeant sur ces sujets-là. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui sur comment on simplifie, mais vraiment, on simplifie toute la réglementation des entreprises. Parce qu'évidemment, là, je parlais de la réglementation de l'assurance, mais pour parler du droit du travail. Il y a beaucoup de choses. Et des meilleurs, tous les dirigeants connaissent ça. Je suis d'accord. J'ai même une question un peu plus personnelle. Quand vous étiez chez SPV et qu'on s'occupait de votre protection sociale, vous étiez content, ça se passait bien? Alors, Non, bah, du coup, on parle effectivement de la réglementation qui prend du temps. Il y a un autre sujet qui devrait aussi vous prendre du temps, j'imagine, c'est l'IA dans votre métier. Selon vous, comment est-ce que votre métier va être transformé par l'IA? Là, mais j'y prends beaucoup plus de plaisir. Pour le coup, c'est bien plus passionnant. On a en effet, en plus on le fait chez Alpetis, il y a plusieurs vagues. Déjà parce que Alain a eu la gentillesse de rappeler mon passage aussi par l'NSAE, donc l'exploitation de la data, qui est un vrai sujet. J'adore ça. Et donc comment on exploite la data pour mieux cibler ses clients, pour être plus efficace dans l'automatisation. Et c'est vrai que là, on a la nouvelle couche de l'IA. Et pour nous, ce qui change, parce qu'en fait, nous, en tant que courtier, en fait, on est des commerçants. Et ce qui est fou aujourd'hui, parce que l'automatisation, je connais bien, on l'a bien mis dans la gestion, où il y a pas mal de choses qui peuvent s'automatiser. Mais là, pour la première fois, on voit en effet l'IA apparaître dans le commerce. Alors qu'on croyait que finalement, il fallait quand même beaucoup d'humains pour j'allais dire, convaincre finalement un prospect d'acheter. Ça peut marcher. Et le truc de dingue, parce qu'il y a quelques jours, il y a une révolution qui est en train de se passer, c'est que pour la première fois, il y a un agent d'IA qui va être directement sur ChatGPT pour vendre de l'assurance. Parce qu'en fait, Google, avant, on était référencé sur Google, vous basculez sur un site, et après, vous avez votre parcours de souscription pour souscrire un contrat d'assurance. Et là, en fait, à la fois aux États-Unis et en Espagne, pour la première fois, c'est directement sur ChatGPT. Ça veut dire que dans le dialogue, finalement, ChatGPT va recueillir vos besoins et finalement vous proposer quelque chose. Ça change complètement parce que sous Google, le moteur de recherche, on basculait sur un site. Là, en fait, c'est l'agent IA et un agent qui vend un contrat d'assurance directement sur l'interface ChatGPT. Bon, c'est une opportunité pour vous. Oui, c'est une opportunité. Et en plus, chez Alpetis, en fait, à la fois, on est très dans l'humain. Donc, et moi, je considère qu'il y aura toujours des prospects et des clients qui préféreront le contact humain, qui iront toujours en boutique. Et parce qu'ils aiment ça. Et puis, je sais qu'il y a une autre clientèle. Et ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié à la qualification des urbains versus des non-urbains. Mais qui, eux, évidemment, auront une beaucoup plus grosse appétence pour aller, justement, sans aucun problème, sur ChatGPT et souscrire un contrat d'assurance. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement d'atteindre tous les clients, quel que soit l'âge, quelle que soit leur qualification, urbain, pas urbain, pas de problème. Mais après, il faut trouver la bonne façon de faire et il faut aller sur l'IA. Alors, ouais, j'ai juste une dernière question. Vous parlez d'une vision de l'assurance basée sur l'engagement et la responsabilité de chacun. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, le gros sujet, et ça vaut pour tous les risques, santé, prévoyance,
Et puis l'assurance de biens, c'est qu'on a quand même une dérive très forte de la sinistralité. Les catastrophes naturelles, ça va croissant. Au niveau de la santé, il y a aussi des dérives. Typiquement, même le réchauffement climatique a des impacts sur la prévoyance. Il y a plus d'absentéisme dans les entreprises. Donc, en fait, il y a quand même une belle dérive des risques. Et alors, évidemment, on peut toujours dire, il y a plus de risques, donc il faut payer plus de primes. Mais ça, il y a un moment, en termes de pouvoir d'achat, ça pose un problème. Et donc là, le sujet, c'est la prévention. Ça veut dire, et la beauté de l'assurance, c'est l'autre versant. C'est comment on fait de la prévention. Comment on fait de la prévention santé? On a dit consommer avec modération, certains pas toujours. Mais la prévention, évidemment, dans la construction, la prévention même pour un employeur, dans la disposition des lieux de travail. Et ça, en effet, c'est des questions, moi, que je trouve passionnantes, de responsabilité. Et en effet, comment on fait de la prévention, comment petit à petit on amène les assurés, que ce soit les particuliers, les chefs d'entreprise, à intégrer certains éléments pour justement qu'on ait tous des comportements plus vertueux et qu'on atténue le risque, parce que quand même on a des dérives de sinistralité qui sont quand même énormes. Ça arrache des cheveux. Oui, mais le sujet c'est qu'à la fin vous allez avoir un problème de pouvoir d'achat, vous n'allez pas finalement soit vous arrêtez de l'assurer, ce qui est vraiment un énorme risque pour votre patrimoine, pour votre situation personnelle, soit en effet il faut qu'on devienne collectivement responsable, mais aussi c'est de la responsabilité aussi individuelle, donc il y a énormément de pédagogie. Fabrice, en 50 ans, un petit s'agrandit par croissance interne, mais également par croissance externe. Vous avez acheté pas mal de sociétés, ça c'est un sujet qui intéresse à nous aussi. Vous allez continuer ou pas? Tout à fait, parce qu'on a dans notre stratégie en fait une vraie volonté de diversification. Et quand on se diversifie, parfois il faut aller chercher des talents, on sort de sa zone de confort. Oui. Des talents, moi j'en ai plein sur mes métiers historiques, mais quand je veux aller sur de nouveaux métiers, sur de nouveaux produits, parfois en effet on va faire, pour aller plus vite aussi, on va aller acquérir finalement du savoir-faire, de la compétence, des talents à l'extérieur, et évidemment le but du jeu après c'est de les intégrer ça rentre dans le bon sens. Oui, pour ça ils ont ça. Fabrice, votre film préféré chez Truffaut, c'est lequel? Le premier 400 coups, et puis aussi le dernier métro à la fin. Voilà. Et Hitchcock? Hitchcock, Vertigo, le plus beau film du monde, où tu froid en bon français, et puis Fenêtre sur cour parce que c'est adorable et il y a plein d'humour. Merci beaucoup Fabrice, merci également à Laure et Charles. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez-nous sur LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Carmine Capital, le groupe Ener et Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.